Certains cinéastes sont obsédés par cette idée de représenter de la manière la plus crédible les déboires de notre monde. Cela les obsède tellement que cela se ressent dans leur imagerie, à tel point que cela peut devenir parfois une réelle obsession. Que ce soit par le biais du documentaire, souvent vecteur de cette violence, de la manière la plus crédible et la plus logique possible, que ce soit par le biais de la fiction, de nombreux cinéastes cherchent à mettre en relief de manière cohérente et surtout juste ce qui fait notre époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains voient le monde d'un œil prometteur et salvateur, et d'autres avec un œil macabre et souvent pessimiste. Ainsi se pose le cinéma moderne, cherchant à peindre avec le plus de logique, mais également de force et de forme, à quel point notre époque est loin d'être juste, équitable, libertaire, mais simplement à quel point la justice est souvent du mauvais côté, laissant simplement l'horreur et la noirceur de ce monde se répandre en long et en large de notre société, avec tout de même, heureusement, quelques notes d'espoir par-ci par-là, promettant un futur un peu plus glorieux que celui qui nous est parfois injustement promis par certains et que l'on croit aveuglément. Et le cinéaste que l'on va évoquer ici a clairement choisi de faire du réalisme non seulement une certaine forme de patte, mais surtout une démarche artistique. Un cinéaste qui a rapidement cherché à construire un cinéma où la logique de la caméra était de rendre le plus possible la crédibilité d'une action pourtant mise en scène, et ainsi de construire une image cinématographique qui soit en adéquation avec notre manière de regarder le monde aujourd'hui, surtout aux États-Unis après le 11 septembre. Cette image, qu'il a choisi ainsi de construire comme le reflet nécessaire et pourtant noir d'une époque dans laquelle il souhaite avec le plus de puissance possible rendre ses récits intenses et justes, parvenant parfois à donner à une saga un cachet indéniable ou à s'emparer de la réalité de notre époque pour lui donner un sens profond et surtout émotionnel. Paul Greengrass est un metteur en scène de génie, capable non seulement de construire une imagerie forte au sein d'œuvres marquantes, mais également de faire de cette imagerie un pur outil d'analyse de la manière avec laquelle nous regardons le monde aujourd'hui pour donner lieu à des œuvres sortant clairement de l'ordinaire. Et cela, on le ressentait dès sa troisième incursion derrière la caméra, pour un long métrage qui en a clairement marqué plus d'un. En 2002, Paul Greengrass décide de mettre en scène un événement fort du XXe siècle. Un événement qui a refaçonné la manière de regarder l'Europe, mais surtout qui a refaçonné le pays britannique et irlandais au milieu de ce siècle, et a clairement inscrit une révolution comme étant le début de la fin d'une manière de voir le monde dans un jour qui fut surnommé Bloody Sunday. Dans cette œuvre phare du début du XXIe siècle, Paul Greengrass a souhaité faire bien plus que de rendre justice à une date sombre, mais pourtant essentielle de l'histoire de l'Irlande. Il a souhaité avant tout poser la base de son cinéma en cherchant avec le plus de crédibilité, mais également de dureté et d'horreur, à mettre en relief à quel point ce qui devait être une marche pacifique est devenu en réalité la marche d'un groupe de parias voués à se sacrifier pour le bien d'une liberté que le monde, à cette époque, refusait de voir comme une nécessité. C'est ainsi que se pose cette troisième réalisation, comme une démonstration de force et de forme, mais surtout une pleine compréhension de ce qui fera ensuite son style. Une réalisation qui a clairement marqué beaucoup d'esprits par sa cruauté mais également son réalisme, mais surtout qui a changé la donne en termes de créer du réalisme au sein du cinéma. Car c'est en grande partie cela la patte du cinéaste britannique. Cette logique imparable de mise en scène, cette manière brillante de construire le cadre non pas uniquement comme un reflet de ce qu'il peut y avoir de plus noir dans notre histoire, mais également de ce qu'il peut y avoir de plus crédible en termes de découpage de l'action, de construction d'un cadre et du développement d'une mise en scène accompagnant ce réalisme. Tout du long de sa carrière, le cinéaste n'ira que dans cette direction, cherchant à rendre le montage et la mise en scène complémentaires dans cette quête inexorable de rendre l'image de plus en plus crédible et surtout de faire en sorte que le réalisme ne devienne plus un casse-tête pour un cinéaste, mais simplement la nouvelle marche à suivre pour réussir à donner un récit, une envergure et une puissance cinématographique qui accompagne le spectateur dans une démarche de compréhension du pouvoir de l'impact de l'image moderne, surtout au cinéma. Et cela, on le ressentira également dans la manière avec laquelle il va choisir de peindre un tournant de l'histoire des États-Unis. Si pour certains en 2005 il était encore trop tôt pour parler de ce qui s'était passé 4 ans auparavant, pour Paul Greengrass, il était important de mettre en scène un groupe d'hommes et de femmes qui dans un geste désespéré ont décidé de se sacrifier pour faire en sorte qu'un avion n'atteigne pas sa cible en ce 11 septembre de l'année 2001. Une histoire qui a marqué l'Amérique et qui tenait énormément au cœur du metteur en scène britannique. Ainsi se pose Vol 93. Comme étant une œuvre retraçant de manière forte et surtout noire, la descente inarrêtable d'un cheminement de violence qui va pourtant trouver un échec face à l'être humain, et en ce sens, c'est peut-être pour cela que Vol 93 est un long métrage que je préfère chez Paul Greengrass, car dans cette peinture noire et dure de la violence, il réussit à mettre en relief une forme de justice servie par l'homme, symbolisée ici par les hommes et les femmes qui vont se jeter sur leurs assaillants lorsqu'ils vont prendre conscience de la mort qui les attend s'ils ne font rien. Bien plus que d'être une œuvre forte et nécessaire,
C'est un grand moment de cinéma que nous offre le cinéaste britannique ici, au sommet de son art et de la maîtrise de sa mise en scène. Un tournant, littéralement, dans la carrière de Paul Greengrass qui décidera à partir de là de non seulement traiter du réalisme derrière la caméra, mais devant du héros américain. Si l'on regarde cette deuxième grosse moitié de la filmographie du metteur en scène britannique, on comprend rapidement quel est son objectif de cinéaste, soit celui de déconstruire l'imagerie qui a souvent été faite du héros américain, pour développer une imagerie réaliste en s'accrochant à une réalité filmée qui devient le témoin d'un réalisme nécessaire pour faire ressortir à quel point l'homme se bat parfois contre quelque chose qui le dépasse. Que ce soit le capitaine d'un bateau face à des pirates, que ce soit un soldat face à une réalité faussée, mais obligé de protéger son statut, que ce soit un agent gouvernemental qui doit se retourner contre sa propre agence, Paul Greengrass met en scène l'homme face à quelque chose de trop grand pour lui. Mais tant pis, la plupart du temps, ils sont tout simplement voués à mourir s'ils ne font rien. Donc autant mourir de manière grandiose plutôt que de se laisser porter par la mort. Et c'est cela qui rend sa mise en scène forte, juste, éblouissante même par moments, mais surtout extrêmement crédible et réaliste. Une mise en scène qui trouvera pour moi un sommet dans la conclusion, assez épique il faut dire, d'une trilogie qui avait vraiment du cachet à l'époque et qui a marqué les esprits. Une trilogie dont il était devenu le fer de lance et à laquelle il a su apporter une conclusion folle au travers de l'ultime voyage de l'agent Jason Bourne face à l'organisation gouvernementale qui a cherché à se débarrasser de lui 2 films auparavant, pour une œuvre tout simplement extraordinaire en termes de montage et de photographie et un long métrage qui s'impose comme une leçon de mise en scène pour le cinéaste britannique. La Vengeance dans la peau est un exercice de style rare pour le metteur en scène. Une œuvre qui s'impose comme un morceau de cinéma tout simplement renversant, une œuvre dont la maîtrise visuelle, l'intensité de la photographie, la puissance des actions et de la logique imparable avec laquelle Greengrass sait les mettre en avant, tout est là pour en faire un divertissement fondateur du cinéma américain d'action moderne, avec bien évidemment ses dérives, mais surtout une maîtrise rare de chaque aspect du réalisme qui se devait d'être une telle conclusion. C'est tout simplement fou et hallucinant à regarder. C'est par le biais de ce film que clairement Paul Greengrass a su trouver un certain regard auprès du grand public et ça lui a ouvert quand même de sacrées portes, comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Pour un 11e passage derrière la caméra qui prend un goût assez amer avec sa sortie directement sur Netflix chez nous. Mais bon, la période fait malheureusement cela, même s'il avait déjà fait un passage remarqué sur la plateforme il y a de ça 2 ans, et semble vouloir se frotter à une nouvelle manière de mettre en scène son cinéma, avec un western qui semble prendre des allures de renouveau pour le cinéaste britannique. Ma seule crainte étant que potentiellement la forme de son cinéma ait du mal à pleinement se mêler avec un tel récit. Mais honnêtement, vu ce qui a pu être fait dans le genre, dernièrement avec d'autres cinéastes, je me dis que finalement le passage de Paul Greengrass par ce genre pourrait tout simplement donner lieu à une œuvre rare, un véritable parti pris qui, je le pense, paiera entre les mains d'un tel metteur en scène. Un cinéaste que personnellement je considère comme un génie, car il a su réinventer la manière de capter l'image au sein d'une époque où il faut la rendre plus que jamais crédible.